Bonjour tout le monde. Pour me présenter, du coup, je suis Romain Moreau. Je travaille chez Open Studio à Toulouse et je suis développeur back, principalement PHP et Symfony. Et je suis chez Open Studio depuis juillet 2022. Et du coup, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux techniques de Git avancées. Voilà, tout le monde connaît probablement et utilise probablement Git aujourd'hui en tant que développeur. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler de push, de pull, de commit. Nous allons aller beaucoup plus loin dans ce qui pourrait être utile pour tous les jours. Voilà, pour gagner en efficacité et pour améliorer notre vie au quotidien tout simplement. Et la première commande à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est Git Rebase Interactif. Alors c'est probablement, dans toutes celles que nous allons voir, ma commande préférée. Donc le cas d'école que nous allons étudier, c'est donc en vue de la préparation d'une mise en production. J'ai besoin de travailler mon historique Git local pour avoir quelque chose de plus propre, le rendre plus lisible avant de faire une fusion définitive des branches. Donc la solution que je vais utiliser pour ça, ça va être, donc on a dit, le Git Rebase Interactif ou -i. Donc par défaut, quand nous allons exécuter cette commande, nous allons travailler depuis le premier ancêtre avec la branche de divergence. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons par exemple travaillé sur la branche Develop, nous avons effectué une nouvelle branche qui part de Develop, et au moment de la fusion, quand je vais faire Git Rebase -i, on va prendre le premier commit ancêtre entre ces deux branches. Sachant que quand nous effectuons ce Git Rebase -i, nous pouvons nous-mêmes préciser le hash du commit concerné par cette fusion. Et nous allons immédiatement voir la démo. Donc notre cas d'étude qui nous servira de démo, c'est une application en Symfony 6 sur laquelle j'ai fait quelques tests, quelques petites pages toutes simples avec des contrôleurs. Ça nous servira de fil rouge pour les prochaines démos aussi. Et donc là, actuellement, ce que j'ai, comme vous pouvez voir, donc si je fais git log, voilà, donc j'ai quelques modifications qui ont été effectuées, retravailler le référencement naturel, la SEO, les tests sur les balises méta, etc., etc. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir un peu fusionner tout ça, le retravailler pour avoir quelque chose de plus propre à envoyer sur la branche de fusion. Donc ce que je vais faire pour ça, comme je l'ai dit, on va travailler avec Git Rebase Interactif. On peut simplement abréger -i. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir envie de travailler depuis précisément ce commit là. Donc on va prendre le hash. Donc je rappelle, le hash c'est l'identifiant d'un commit dans ce contexte là. On appuie sur entrée et voilà ce que ça nous sort. Donc nous pouvons ici retrouver les différents hash avec le nom de chaque commit à chaque fois. Et juste avant tout ça, vous voyez une petite option qui apparaît. Donc là, par défaut, c'est pick. Ça veut simplement dire on va prendre les commits tels qu'ils sont. Et vous pouvez voir qu'on a d'autres options qui s'affichent. On va pouvoir par exemple faire du reword, donc renommer le commit différemment, refaire l'édition, faire du squash, faire pas mal de choses différentes. Moi, ce qui va m'intéresser par exemple, c'est de pouvoir par exemple fusionner ces deux commits-là avec le précédent. Donc ce que je peux faire, c'est squash. Et là, ce qui va se passer, c'est que ces deux commits vont être fusionnés avec celui qu'il y a juste avant. Donc avec celui qui est identifié en 87B. Et je peux également simplement utiliser les alias, ça fera exactement la même chose. Et là, si je sors de l'éditeur, donc l'écran suivant, il va nous dire, choisissez le commit, le message qui vous est pertinent. Donc on va juste prendre le premier, on va pas s'embêter. Je quitte mon écran, je suis sous Vim. Et donc là, l'historique a bien été retravaillé. Si on réaffiche le log, on a moins de commits. Ça n'a pas tout simplement fusionné des commits ensemble dans le précédent. Ça a créé un nouveau commit avec les trois que nous avons sélectionnés. Voilà. C'est une petite notion à savoir dans Git, c'est-à-dire que quand nous faisons par exemple des git amend pour retravailler le message du précédent commit, ou quand nous faisons des rebase ou des merges, nous ne supprimons pas littéralement les commits. À chaque fois, c'est des nouveaux commits qui sont recréés à partir des autres. On reviendra sur cette notion un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, à ce stade, le rebase est terminé. Je peux effectuer ma fusion. Et nous allons maintenant nous intéresser au patch. Alors, nous avons fait beaucoup de modifications d'un coup, un peu trop. Mais l'idée dans Git, c'est de garder des commits qui se veulent atomiques. Donc, ils font des petites choses assez précises. En tout cas, c'est ce que je recommande. Donc, si on veut pas trop commettre de modifications d'un coup, on va pouvoir effectivement effectuer un patch. Donc, le cas de figure, c'est la commande git diff me montre beaucoup trop de modifications. Je veux pouvoir faire des commits spécialisés et donc plus petits. Pour ça, nous allons utiliser git add et nous allons lui rajouter le petit flag -patch. Donc, ça va nous permettre d'avoir accès à un wizard qui va nous permettre de choisir petit à petit toutes les modifs, de les accepter ou non au fur et à mesure et de faire des commits, comme je l'ai dit, atomiques. Et évidemment, nous pouvons préciser le nom du fichier dans lequel nous voulons travailler à chaque fois, en faisant git add -p et le nom du fichier.
concerné. Nous allons pouvoir également le faire de manière interactive, donc ça sera une manière un peu plus poussée. Pour la démo, nous allons nous contenter du patch, ça sera déjà très bien, mais voilà, sur la même manière que nous pouvons faire des rebases de manière interactive, nous pouvons faire des add patch de manière également interactive. Et c'est parti pour la démo. Donc notre cas de figure ici, si nous effectuons un guide diff, nous voyons certaines modifications en rouge ou en vert qui ont été effectuées sur différents fichiers. Admettons qu'il y en ait beaucoup plus que ça et que j'ai envie de faire des commits spécialisés comme j'ai dit. Donc ça va être le moment de faire git add patch. Et nous voici donc sur la fameuse interface que nous propose le patch. Donc il va nous montrer toutes les modifications petit à petit qu'on a effectuées pour chacune nous dire est-ce que vous voulez les rajouter dans ce commit, oui ou non. Donc par exemple cette modification, oui, je veux la prendre. Admettons celle-là aussi je veux la prendre et celle-là je veux pas la prendre. Donc là si je fais mon git status pour voir l'état de mon dépôt, je vois bien que 2 modifications dans les 2 premiers fichiers ont été prises, et celle que j'ai refusée, c'est celle qui va se retrouver dans le fichier qui est noté comme non suivi. À ce moment-là, je peux faire mon git commit et finaliser l'opération. Donc par exemple, je vais le faire, git commit, on va mettre un premier message, et donc si je refais git diff, il ne reste plus que maintenant les modifications que je n'ai pas ajoutées au précédent patch. Nous allons maintenant parler du remisage. J'ai besoin de mettre rapidement des modifications que je suis en train de faire pour traiter une urgence sur la production par exemple et plus tard réappliquer le travail que j'étais en train de faire assez facilement. Donc la solution pour ça, c'est ce qu'on appelle le remisage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va planquer, ranger, donc to stash en anglais, les modifications temporaires afin d'effectuer d'autres modifs pour les réappliquer plus tard. La commande qu'on va utiliser pour ça, c'est git stash. Alors git stash, elle vient avec plein d'options qu'on va un peu voir en démonstration. La première, c'est simplement git stash list pour voir tout ce qui est actuellement listé en mémoire en attente d'être réappliqué. Quand vous faites un stage, vous pouvez inclure des fichiers non traqués. Donc rappel, quand vous faites un git diff, c'est tous les fichiers qui sont marqués rouge et non suivis. Git stash apply, si vous voulez réappliquer une partie des modifications. Vous pouvez préciser le numéro du stage concerné. Drop si vous voulez le supprimer de la liste. Pop pour l'appliquer puis le supprimer de la liste. Vous pouvez également au moment de la sauvegarde mettre un petit nom sur votre stage. Ça permettra dans l'historique de le retrouver plus facilement. Vous pouvez voir le contenu d'un certain stage en faisant simplement show et le numéro du stage concerné pour voir ce qui est sauvegardé à cet endroit-là exactement. Et ce que vous pouvez faire, c'est git stash, préciser le nom d'une branche, donc branche, non branche, et ça va créer une nouvelle branche et appliquer les modifications sur cette branche aussi. Ça peut être très pratique. Et ce que vous pouvez faire, c'est ça depuis un certain numéro. Donc on verra dans la liste, chaque stage a un numéro. Vous faites git stash branche, nom de la branche et le numéro concerné, et ça va appliquer que ces modifs sur une branche particulière. Donc stash, c'est quand même quelque chose d'assez puissant, qu'on va un peu voir maintenant. Donc là, si je fais un git diff, nous voyons que j'ai du travail en cours. Et c'est là que j'ai besoin de faire un autre travail en urgence. Donc ce que je vais faire simplement, c'est que je vais faire git stash. Donc là, ce qu'elle me dit, c'est que l'arbre de travail a été sauvegardé en zone mémoire. Et donc si je fais git stash list, je vais avoir accès à tout ce qui a été modifié. Et si je veux le réappliquer, ce que je fais, c'est git stash pop. Là, à ce stade, si je fais git diff, vous voyez que je n'ai plus rien. Par contre, le git stash pop va me permettre de réappliquer les modifications. Donc là, un git diff me remettra le dépôt dans l'état dans lequel il était avant la manipulation. Nous allons maintenant nous intéresser au bisect, commande extrêmement puissante. Donc le cas de figure ici, c'est suite à une mise en production, un bug est apparu, pas bien. Et j'ai besoin de rapidement identifier le commit qui est responsable de ce bug. Donc pour ça, plutôt que de simplement remonter les commits les uns après les autres, ce qui peut être extrêmement long et fastidieux s'il y a beaucoup de commits à remonter, nous allons utiliser cette fameuse commande bisect. Donc l'idée, c'est de trouver le commit responsable d'une erreur dans l'historique. Et la méthode pour ça, donc ça va être de trouver la position d'un élément dans une liste ordonnée. Quand nous faisons git log, nous voyons une liste ordonnée de commits, ordonnée par date de création des commits. Et la méthode qui va être utilisée, donc c'est une recherche, ce qu'on appelle par dichotomie, en anglais binary search, aka une méthode de bisection. Le cas de figure que nous avons par exemple ici, c'est que nous voulons trouver le premier élément qui permet de dire que 4 est inférieur à notre chiffre. Donc ce que nous allons faire, c'est mettre 2 éléments dans une zone sûre. Nous aurons pu mettre par exemple le premier, 4 est supérieur à 1. Et le dernier, 4 est inférieur à 14. La méthode va progressivement parcourir à chaque fois la moitié de la liste et remonter jusqu'au premier élément qui nous permet de dire 4 est inférieur à n. C'est beaucoup plus rapide de faire comme ça que si on devait tester chaque élément facilement, vous vous en doutez, si on a plusieurs milliers d'éléments. C'est exactement ce que va faire git bisect. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui préciser un commit de départ, que nous allons marquer comme OK ou pas OK, et le commit d'arrivée,
où, pareil, nous allons marquer comme OK ou pas OK. Et Git va tout simplement à chaque fois parcourir la moitié de la liste, nous permettre de lancer des tests, et petit à petit jusqu'à cibler le commit concerné par le bug. Donc différentes options à notre disposition avec ce bisect. Donc le start pour commencer le travail d'investigation, bad ou good pour successivement marquer les commits qui sont défectueux ou pas. Visualize qui nous permet de voir encore les commits suspects. Et le reset qui nous permet d'arrêter tout simplement l'investigation. Donc le skip, il peut arriver qu'un commit ne soit pas testable, donc on va le mettre de côté. Le log, donc c'est pour voir l'investigation qui est faite. Et la petite commande magique run qu'on verra juste après, qui va nous permettre de gagner un temps fou. Et c'est le moment de la démo. Donc là, on est dans le cas de figure où on va s'apercevoir que nos tests sont cassés. Depuis le merge en production, nous voyons que nous allons une certaine liste de commits et nous allons travailler avec cette liste-là pour identifier le commit qui a cassé. Donc ce que nous faisons ici, c'est git bisect start pour lancer le travail d'investigation. Ce que nous allons faire, c'est git bisect. Nous allons dire, eh bien, sur ce commit avec ce hash, ça marchait. Donc good. Excusez-moi, j'ai inversé les commandes. Le good vient avant le hash. Et je vais lui dire, eh ben, le dernier dans notre liste, ou plutôt le premier, le dernier commit créé, lui il est mauvais. Donc git bisect bad. Et je le marque comme mauvais. Donc là, ce que nous dit bisect, c'est qu'il va y avoir 3 commits à étudier pour identifier le bon. Et là, le cas de figure qu'on pourrait faire, c'est à chaque fois dire git bisect next pour tester le prochain, relancer la suite de tests, voir si c'est bon, si le test est toujours négatif, marqué comme négatif, s'il est bon, marqué comme positif, jusqu'à ce que bisect nous dise, eh ben, il n'y a plus de commit coupable, on va dire. Donc c'est celui-là qui a introduit l'erreur. Donc git bisect run, c'est lui qui va faire ce travail tout seul. Voilà, il va automatiser tout ce que moi j'aurais dû faire. Et après run, on peut passer un script. Donc on pourrait par exemple passer un script de cette manière, qui permet de faire un tas de manipulations. Nous, ce que nous allons faire, c'est plus simplement lancer les tests. Là, avec cette commande, on va lancer les tests à chaque fois que bisect va tomber sur un commit. Et dès qu'il ne trouve plus de tests qui échouent, il aura fini son travail d'investigation. Donc on va lancer la commande. Donc ça a été très rapide parce qu'on n'a que 3 commits. Pour l'avoir testé, je vous garantis, sur des listes où il y a une centaine de commits, le travail prend quelques secondes, en fonction de la suite de tests qu'il y a ou pas. Vous gagnez quand même un sacré temps d'investigation à chaque fois. Et donc là, il nous a identifié le commit coupable. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est tout simplement le revert ou revenir dessus en faisant un checkout et reprendre ce qui a cassé. Et pour finir, nous faisons git bisect reset pour marquer la fin de l'opération. La prochaine commande qu'on va voir ensemble, c'est cherry pick. Donc cherry pick, le picorage, que ça va nous permettre, c'est de copier tout simplement un commit sur d'autres branches. Alors quand on dit copier, en fait ça va créer un nouveau commit avec les modifications du commit qu'on souhaite copier. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on fait des modifications des rebase, des cherry pick, ce genre de choses, on recrée un nouveau commit avec les modifications des choses qu'on souhaite copier. Et donc ça va recréer un nouveau commit avec un nouveau hash, et les autres commits, on verra plus tard où les retrouver, parce qu'ils ne sont pas tout à fait oubliés. Et donc le cherry pick, comment il fonctionne? Tout simplement git cherry pick et le hash du commit qu'on souhaite copier. Ce qu'on peut faire, c'est en précisant le drapeau -edit, on peut retravailler le commit en question. Et si on rajoute simplement -x, on va ajouter une information disant que c'est un cherry pick du commit et il va reprendre le hash du commit précédemment copié. Donc les dernières commandes que nous allons voir ensemble, ça va être reflog et fsck. Ça peut nous arriver pendant notre travail que nous avons l'impression d'avoir perdu des branches, perdu des commits, perdu des choses. Et là, c'est le moment de panique où on a l'impression qu'on va devoir faire pas mal de trucs. Dans l'absolu, sous Git, rien n'est perdu. On va voir ici comment on peut espérer récupérer certaines choses. Donc, le Git log nous permet de voir simplement les derniers commits qui ont été créés. Nous avons un peu la même chose avec le Git reflog, qui lui va nous permettre de lister les dernières modifications que nous avons nous-mêmes. Donc, le reflog va nous permettre de lister tous nos rebases, toutes nos opérations qu'on a effectuées, et potentiellement de retrouver des commits qui ont été supprimés, des branches qui ont été supprimées, etc. Donc, c'est une commande un peu dernier recours si vous voulez sauver une partie de la catastrophe que vous avez créée. Donc tout simplement, nous allons faire git reflog show
et ça va nous montrer l'historique de toutes nos dernières manipulations. On peut nettoyer également l'historique en précisant un delete et la modification qu'on veut supprimer. Et par défaut, il faut savoir que le reflog stocke les modifications sur les 90 derniers jours. C'est ça que tout à l'heure je vous parlais de dans l'absolu rien n'est perdu. Passé 90 jours, par défaut, vous allez perdre cet historique-là. Sachant que ce temps d'expiration, vous pouvez vous-même le préciser. Mais ça fait partie des options un peu plus avancées de Git. Nous n'allons pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais sachez que voilà, tout cet historique, vous pouvez remonter jusqu'à 3 mois de travail. Donc c'est quand même très pratique pour récupérer quelque chose qu'on a perdu ce matin ou avant-hier. Et donc le Git reflog combiné au diff, ça va être très puissant parce que le reflog va nous montrer donc, les identifiants de dernières commandes, des dernières opérations plutôt, et faire le diff entre plusieurs opérations. Le FSCK, donc FSCK, lui, il est basé sur une commande Linux qui porte exactement le même nom, qui permet de checker le file system. Donc je vous ai parlé du cherry pick et des rebase qui permettraient de travailler l'historique et de copier des commits. Et je vous disais qu'il y a certains commits du coup qui étaient réécrits et les autres disparaissaient des historiques. Ces commits-là ne sont pas perdus. C'est précisément cette commande qui va nous permettre de les lister. De lister tous les objets que nous appelons en anglais dangling, qui ne sont plus rattachés à aucune référence, donc, entre guillemets des commits perdus. Le Git FSCK va nous permettre de lister ces objets-là et de les retrouver, de pouvoir éventuellement les récupérer. On va finir avec quelques notions à connaître quand vous utilisez Git. Donc les deux premières notions que vous pouvez retrouver rapidement et souvent, c'est ce qu'on appelle plumbing et porcelaine. Simplement, ce qu'on appelle porcelaine, ça va être les commandes qu'on appelle de haut niveau, qu'on va utiliser au quotidien, donc les pull, les push, etc. Et plumbing, ça concerne des commandes qui sont de plus bas niveau, donc des commandes un peu plus cachées, qui permettent de faire des manipulations un peu plus poussées. Par exemple, HObject qui nous permet de créer directement des objets. On verra juste après ce que c'est un objet. Ou des commit trees qui nous permettent de faire de créer des arborescences pour les commits. Donc c'est des cas de figure qu'on utilise extrêmement rarement, mais c'est juste important de connaître ces distinctions-là. Voilà. Et de savoir qu'au quotidien, vous travaillez avec de la porcelaine, tout simplement. Donc les objets, pour y revenir, dans Git, on va principalement retenir 3 objets principaux. Les premiers sont les blobs. Donc les blobs, ça va être une capture, un instantané d'un fichier, d'un état d'un fichier. Tout simplement, quand vous faites une nouvelle modification et que vous faites un git commit, un nouveau blob va être créé avec les nouvelles modifications qui vont être intégrées à ce fichier-là. Donc le blob, voilà, c'est vraiment l'instantané qui va être compressé en zlib. Ça va être voilà, un instantané d'un fichier en particulier. Le second type d'objet que nous allons pouvoir trouver, ce sont les trees. Donc les trees, ça correspond à des répertoires qui, eux, contiennent d'autres répertoires ou d'autres objets, d'autres blobs, pardon. Donc les informations que contient cet objet tree, ça va être le type, les droits d'accès pour ce répertoire, un identifiant, c'est une chose que vous retrouvez également pour les blobs, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés par des identifiants uniques, des hash, comme les commits, et un nom. Voilà. Chaque tree aura un nom bien défini. Et le troisième objet que nous allons trouver principalement dans Git, ce sont les commits, que vous créez simplement quand vous faites git commit. Ce que vous faites, c'est que vous faites un instantané du projet. Donc blob, c'est l'instantané d'un fichier, le commit, c'est l'instantané de l'ensemble du projet. En l'occurrence, l'instantané de l'ensemble de tree et du blob à un moment donné. Chaque commit va être identifié par un identifiant du tree racine, voilà, du répertoire principal de votre projet. Le message de description que vous allez faire en faisant par exemple git commit-m, l'auteur de ce commit, vous en l'occurrence, la date et l'heure et le commit parent. Voilà. Donc le commit parent, ça va être le snap de notre projet à n-1. Donc c'est les 3 types d'objets principalement avec lesquels vous allez travailler. Et vous pouvez voir sur la capture suivante l'état de notre dépôt avec le répertoire dans lequel vous trouvez précisément tous ces objets. Merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette masterclass sur des techniques de Git avancées. Vous retrouverez en description de cette vidéo un peu plus de ressources où vous retrouverez quelques explications sur ce que je viens de vous présenter. Et d'autres ressources que j'ai trouvées utiles pour ne serait-ce que retravailler Git au quotidien. Voilà. Merci.